Bon, allez, alors. Bon, alors. Le geek, c'est que Xbox. Oui. Alors comme ça, tu n'as pas trouvé le 3 de Xbox bien? Si, je l'ai trouvé bien, mais. Il n'y a pas de mais, infâme vermisseau. Cette conférence était superbe, que dis-je, divine, sublime, extraordinaire, compris? Oui, j'ai compris, oui, j'ai compris. Bien. Bon, bref. Le geek, c'est Dieu PlayStation. Ah, c'est bon, ça va. Vous avez pas tous passé quand même, non? Bonjour les amis, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle actu du geek. Je manque sérieusement de temps vu tous les événements qui se succèdent et je voudrais parler quand même d'actualité tech en l'occurrence et aussi bien entendu de l'E3. Je voudrais revenir sur la conf de Xbox vis-à-vis des retours de nombreux abonnés et non abonnés d'ailleurs qui ont mis des commentaires. Et je voudrais également parler un tout petit peu de Square Enix très légèrement, mais on va parler aussi de Intel, vous allez voir pourquoi, versus Nvidia, c'est-à-dire Intel et Nvidia, et avec ARM aussi. On va parler également de AMD, il y a eu une interview assez intéressante de AMD. On va parler aussi de Switch Pro ou Switch++, vous l'appelez comme vous voulez. Il y a eu des informations dessus aussi assez intéressantes. Commençons tout de suite par la conférence Square Enix à l'E3. Je ne vais pas m'étaler dessus, bon il y a eu des jeux de présentés, ça m'a pas vraiment hypé, je vous le dis très honnêtement. Maintenant ça a pu vous plaire, en particulier par exemple les Gardiens de la Galaxie qui vont arriver en mode solo. Donc ça peut être intéressant, voilà, j'attends de voir quand même, je suis assez prudent avec Square Enix. Par contre, il y a eu un jeu qui était intéressant, c'est Life is Strange True Color. Alors, la prononciation un peu française, et ce jeu m'intéresse fortement. J'avais joué à Life is Strange, j'ai trouvé ce jeu très intéressant. C'est pas un triple A, c'est sûr, c'est un point and click, mais jeu d'enquête aussi. Mais les personnages étaient très prenants, j'avais trouvé à l'époque. Et donc, un nouvel épisode arrive. Il y a eu plusieurs épisodes, bien entendu, depuis, mais celui-ci a l'air intéressant puisqu'on va avoir, en fait, les sentiments qui vont apparaître sous forme de couleurs autour des personnages, une aura colorée. Eh bien, écoutez, on verra ce que ça donne. Donc, ce jeu-là, il m'a plutôt intéressé. Petite information de Thierry Breton sur les semi-conducteurs européens. Bah oui, vous savez que c'est mon domaine, c'est assez intéressant. Il dit qu'en 1990, autour des années 1990, l'Europe représentait plus de 40% de la production mondiale de semi-conducteurs. Vous savez, la fabrication des puces, comme TSMC, comme Samsung, par exemple. Donc à l'époque, en 1990, on représentait 40% du poids mondial en termes de fabrication de semi-conducteurs. Aujourd'hui, on ne représente plus que 10%. Et donc il espère qu'en l'horizon 2030, en mettant les financements nécessaires, nous serons à 20% de production mondiale. Eh bien écoutez, je l'espère aussi, même si je pense que ça va être extrêmement difficile, parce que bien entendu, TSMC, Samsung, Intel et tous les autres ne vont pas attendre que l'Europe développe ses propres fabs pour rattraper le marché perdu depuis les années 1990. Donc il va falloir de sérieux investissements. On l'a vu qu'aux États-Unis d'ailleurs c'était le cas. Joe Biden avait mis de l'argent sur la table pour attirer les fondeurs, comme TSMC par exemple, comme Samsung aussi, je vous rappelle, au Texas. Eh bien il faudra que l'Europe fasse pareil pour attirer des fondeurs extérieurs et aussi, surtout, pour construire des usines en interne, puisqu'il y a plusieurs fabricants de semi-conducteurs qui existent déjà en Europe. Il y a eu un entretien avec Rick Berman. Rick Berman, c'est le vice-président des solutions graphiques et de calcul chez AMD. Cet entretien a permis de savoir deux ou trois choses très intéressantes. La première, c'est que ça confirme ce que je dis depuis pas mal de temps, c'est-à-dire que la pénurie qu'on a actuellement n'est pas principalement due, c'est principalement dû effectivement au manque de fab en termes de haute technologie, c'est-à-dire 7 nanomètres, 5 nanomètres, etc. Mais c'est surtout dû à la hausse de la demande qui a été très forte. C'est-à-dire qu'il explique que par le passé, il y a eu des pénuries nombreuses, en l'occurrence, mais pas du même type. Là, il manquait effectivement du matériel, comme on dit, du silicium, et à l'époque, il manquait des fabs. Même s'il manque des fondeurs de silicium, en l'occurrence, eh bien, c'est aussi surtout dû à la hausse très importante de la demande, ce qui a provoqué la pénurie que l'on connaît. Autre information très intéressante dans cet article, il précise effectivement que AMD, chez TSMC, travaille sur du 7 nanomètres et 6 nanomètres. Vous vous rappelez la PS5 en 6 nanomètres et peut-être probablement la Xbox Series X et pourquoi pas tous les GPU en 6 nanomètres? Eh bien je pense qu'effectivement, lui l'a validé indirectement cette information puisqu'il dit travailler effectivement que AMD travaille avec TSMC sur du 6 nanomètres également.
Alors une information très intéressante, Intel voudrait racheter une toute petite entreprise qui s'appelle C5. Alors vous allez me dire pourquoi cette entreprise à 2 milliards de dollars, ça veut dire vraiment surcoté par rapport à ce qu'elle vaut. Mais pourquoi veulent-ils faire ça? Eh bien pour contrer ARM. Rappelez-vous l'architecture ARM qui est une architecture différente du x86, qui est très efficace en termes de consommation énergétique et qui est par exemple a été utilisée par Apple pour le M1, mais par plein d'autres constructeurs en l'occurrence dans les mobiles et partout ailleurs. Et ARM commence à concurrencer sérieusement Intel, et Intel voudrait une porte de sortie. Pourquoi ils veulent une porte de sortie? Parce que je vous rappelle que ARM va être racheté potentiellement par Nvidia, et oui, et donc ARM qui était considéré un petit peu comme indépendant, vous achetiez une licence à ARM, société britannique je vous rappelle, eh bien risque de ne plus être totalement indépendant selon certains spécialistes et surtout selon Intel. Et donc Intel veut se préserver de ça en ayant leur propre solution basse consommation et surtout une solution qui sortirait un petit peu du x86 dans lequel ils sont enfermés. Alors côté Nvidia, petite précision, le rachat n'est pas encore effectué. Et oui, parce que la Chine s'y oppose. En fait, ARM China. Et oui, parce que ARM est aussi basé en Chine, dans plusieurs pays, et là où est basé ARM, eh bien, ils ont le droit d'opposition. Et donc, actuellement, la Chine étudie, effectivement, parce que sur leur sol, il y a ARM, étudie si oui ou non le rachat est valide, et ça va prendre plus longtemps que prévu, ça peut prendre jusqu'à 2 ans, au lieu des 18 mois annoncés par Nvidia. Et pourquoi tout ça? Et c'est assez intéressant, eh bien parce que ARM China était dirigé par Alan Wu, donc le directeur de ARM China, qui a été licencié, sauf qu'il n'est pas encore licencié. Donc au moment du rachat, il était en phase de licenciement, et donc bien entendu, il s'oppose à fournir les documents nécessaires à la Chine pour savoir si elle valide ou non ce rachat. C'est assez intéressant, vous voyez les conflits internes. Et donc ça peut durer plus longtemps que prévu, et ça peut même capoter, entre guillemets, car il y a plusieurs grands constructeurs de puces, de design de puces en Chine qui s'y opposent. Bien entendu, ils utilisent l'architecture ARM et ils disent attention, si Nvidia prend ARM, nous ne serons plus indépendants. Nous avons déjà eu le coup avec Trump en particulier, nous ne voudrions pas voir la chose recommencer pour ARM. Mais vous allez me dire quel rapport avec C5, avec Intel? Eh bien, c'est que C5 est un designer de puces en l'occurrence. Et il se base sur quoi? Sur une nouvelle architecture, une architecture qui s'appelle le RISC-V. C'est une architecture qui a été créée par une fondation RISC-V, dont le siège social est basé en Suisse. Et oui, de façon à être totalement indépendant. Et ce qui est intéressant avec le RISC-V, contrairement à ARM, c'est que c'est totalement gratuit, c'est-à-dire que tout le monde peut l'utiliser, tout le monde peut utiliser ce set d'instructions, ce ISA, ce qu'on appelle instruction set architecture, qui compose finalement le x86, l'ARM et ce RISC-V, c'est-à-dire que grosso modo, c'est des sets d'instructions qui sont pré-câblés en hardware, ce qu'on appelle par design dans des puces. Donc la fondation RISC-V fournit le set d'instructions, contrairement à ARM qui va plus loin puisque ARM fournit également les designs que vous pouvez modifier bien entendu si vous payez licence. Fondation RISC-V ne fournit que le set d'instructions et justement C5, cette petite société, a elle designé sur RISC-V. Donc ça intéresse fortement Intel, vous pensez, et c'est pour ça qu'ils veulent acheter pour 2 milliards de dollars cette entreprise. Parlons de la Switch Pro, Switch++, Switch Next, comme vous voulez l'appeler, c'est-à-dire la Switch qui va arriver plus puissante que sa grande sœur ou son ancienne sœur, on va dire plutôt. Eh bien la Switch actuelle est basée sur le Tegra T210, ou 214, et la future sera basée sur un nouveau Tegra, bien entendu, on s'en doute, plus puissant, qui serait à la base sur du T234, mais qui sera plutôt du T239. Alors T234 c'est le Orin, et le Orin est capable d'incorporer le DLSS, comme on l'a toujours dit d'ailleurs, de Nvidia. Le seul petit problème, c'est que en TDP, il fait de 65 à 75 watts, ce qui est beaucoup trop pour une Switch. Vous imaginez bien qui actuellement est plutôt autour de 15 watts en TDP pour son processeur, pour son APU. Donc il y a un certain travail à faire et c'est pour ça qu'il y aura une déclinaison probablement T239 qui sera beaucoup moins énergivore que sa grande sœur, que la T234, et donc un peu moins puissante. D'ailleurs, on estime qu'au lieu d'avoir les 12 cœurs CPU, il n'y aura que 8 cœurs CPU, et au lieu d'avoir 2048 core unit ampères, il n'y en aurait que 1536. C'est à vérifier toutes ces informations, bien évidemment. Alors maintenant, on va revenir sur la conférence Xbox, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires, et donc je voudrais faire quelques précisions. Premièrement, et un rectificatif très important, et je le reconnais, j'ai fait une erreur en prenant des notes. Starfield n'est pas en GCI, non, ce n'est pas un trailer fabriqué sur un quelconque PC à l'avance avec des super cinématiques, non, c'est du alpha in-game footage, c'est-à-dire que ça a été fabriqué avec le moteur de jeu, et ça c'est très important, c'est le Creation Engine 2 en l'occurrence, le nouveau moteur de jeu de Bethesda qui va remplacer le premier du nom.
Donc ce qu'on a vu, c'est assez intéressant parce que quand même, il y a une nette amélioration en termes de graphique par rapport au premier moteur, donc on peut espérer effectivement une qualité supérieure. Je précise également, et j'en profite, que pour Avatar d'Ubisoft, j'ai dit que ça utilisait le moteur Snowdrop, mais au début j'ai parlé effectivement de CGI, donc vous effacez cette partie-là parce que c'est également fait avec du in-engine, c'est-à-dire dans le moteur de jeu, tout ce qu'on a vu, donc c'est assez intéressant en termes de graphisme, ça peut promettre quand même beaucoup, on verra bien entendu le résultat final. Mais j'ai quand même plusieurs choses à dire pour la conférence de Xbox. Premièrement, je n'ai jamais dit que c'était mauvais. Si vous écoutez bien, au début j'ai dit que effectivement j'avais quand même des remarques à faire, mais que j'ai trouvé la conférence bonne, vous pouvez regarder à nouveau ma vidéo, et qu'à la fin, tout à la fin de la vidéo, j'ai dit que j'avais trouvé la conférence bonne. Donc au début j'ai dit que c'était bien, et à la fin j'ai dit que c'était bien. Quand même c'est important de le préciser. Alors bien entendu, je n'ai pas dit que c'était excellent, merveilleux, etc. J'avais des réserves que j'ai exprimées. Il y en a certains d'entre vous qui ont été hypés par cette conférence, il y en a d'autres qui ont eu des réserves comme moi, bon il y en a d'autres bien entendu qui n'ont pas aimé. Alors pourquoi je dis que Bethesda aurait pu faire un peu plus sur Starfield? Eh bien écoutez, ce que je demandais c'était pas forcément du gameplay, ce que je demandais c'était savoir un peu plus ce qu'allait offrir le jeu. Et c'est marrant parce que Todd Howard a précisé après la conférence, c'est-à-dire que grosso modo il a dit qu'effectivement il allait y avoir de l'exploration, vous allez appartenir à une faction principale, mais il y aura des tas de factions différentes, et vous pourrez vous choisir votre voie, comme dans Skyrim, c'est-à-dire que vous pourrez vous détourner de la voie principale pour aller sur une autre voie, construire votre propre personnage. Donc c'est assez intéressant, et ça, ils auraient pu le dire pendant la conférence, mais vous voyez, sous forme de messages assez forts et assez puissants. C'est-à-dire avec quelques titres puissants, vous savez, qui marquent la conférence. Alors, attention, je ne dis pas que c'était mauvais non plus, je dis simplement que quelques messages supplémentaires en début de conférence et en fin de conférence, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, auraient été superbes. En effet, la deuxième remarque que j'avais fait, c'est qu'à la fin, on a eu Redfall, vous avez vu, cinématique, et j'ai trouvé ça entre guillemets un peu dommage, même si moi personnellement je suis intéressé par ce jeu. Je suivais sur une chaîne en direct avec deux présentateurs le live, la présentation E3 Xbox Bethesda, et bien il faut savoir que l'un des présentateurs, quand il a vu que c'était de la cinématique, s'est levé, il a dit bon ben je vais aller écrire mon article, ça ne m'intéresse pas. On peut critiquer sa réaction, moi je ne la critiquerai pas. C'est une réaction que pas mal de personnes a eue et il faut l'entendre. C'est pas parce que vous êtes hypé par cette conférence, et je peux le comprendre, que tout le monde peut l'être. Et quel est le but? C'est pour ça que je reviens là-dessus. Quel est le but de Phil Spencer? Quel était le but? C'était de vendre quand même le Game Pass, c'est-à-dire qu'il y ait plus de monde qui adhère au Game Pass. C'est son objectif principal. On l'a d'ailleurs vu dans cette conférence, puisque quasiment tous les jeux sont sur le Game Pass, Day One. Et donc pour réussir, il faut qu'il convainque, non pas vous, c'est-à-dire ceux qui sont convaincus par Xbox déjà et qui sont hypés par cette conférence, et je le comprends tout à fait, mais la frange du milieu. Bien entendu, il y aura toujours les réfractaires, ceux qui n'apprécieront pas Xbox quoi qu'ils font. L'inverse est vrai, hein. Il y a des réfractaires à PlayStation, des réfractaires à Nintendo, mais il y a une grosse frange au milieu de population, peut-être 50 ou 60% de personnes qui peuvent basculer ou prendre plusieurs systèmes à la fois. Et il faut convaincre eux, et c'est ce que voulait faire Phil Spencer. Et donc pour le faire, vous savez, ça fait 30 ans que je fais des conférences et des présentations au sein de mon travail, eh bien il faut marquer au début et à la fin d'une conférence. Le milieu est important, bien entendu, on ne va pas dire le contraire, mais l'essentiel pour marquer, pour vraiment marquer les esprits, c'est le début et surtout la fin. Vous pouvez frapper fort à la fin, faites-le, ça marquera les esprits et ça retournera même complètement parfois des situations. Et donc ici, Phil Spencer aurait pu présenter quelque chose de différent avec effectivement du gameplay sur un jeu qu'on attendait un peu plus peut-être. Alors certains m'ont dit oui mais il réserve ses cartouches pour plus tard, pour après la conférence de Sony. Tout à fait, je peux le comprendre, mais je dis quand même qu'il a beaucoup de cartouches, Phil Spencer, du moins je le croyais, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, mais en tout cas je pensais qu'il avait beaucoup de cartouches à son actif, et donc il pouvait en dégainer une de plus, il n'y avait pas une boîte à moitié vide, comme dans le vieux film, le vieux fusil, non, il avait beaucoup de cartouches, il pouvait les utiliser, en utiliser une au moins pour terminer sa conférence différemment. Après, ce n'est pas une mauvaise conférence, loin de là, je le répète. Alors pourquoi je dis qu'il avait plein de cartouches? Eh bien parce qu'il y avait Fable bien entendu, qui va arriver dans quelques années peut-être, mais il y avait aussi Hellblade 2, mais il y avait aussi, n'oublions pas, Everwild, il y avait aussi Arrowhead, alors excusez-moi de la prononciation, hein, il y avait Perfect Dark également, il y avait pas mal de jeux qui sont attendus et qui pouvaient arriver comme ça, enfin Scorn aussi bien entendu, qui peuvent arriver à la fin en gameplay. Mais Jeff Grubb de VentureBeat a dit « Ah oui, mais attendez, tous ces jeux-là que vous dites, ces jeux-là, ils vont arriver pas avant 2023, voire même plus tard. » Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'effectivement, peut-être que tous ces jeux ne sont pas prêts et que c'est pour ça que Xbox a décidé, Phil Spencer a décidé de ne pas les présenter pour éviter l'effet Halo qu'on a eu
l'année dernière, vous rappelez-vous, Halo Infinite, l'effet où ce n'était pas finalisé et où il y a eu beaucoup de critiques sur cette présentation. Donc peut-être que Phil Spencer veut se préserver de ça et effectivement présenter des choses un peu mieux finies, un peu mieux finalisées. C'est possible, dans ce cas-là, effectivement, je comprends tout à fait la stratégie de Phil Spencer. Nous verrons dans les semaines, les mois à venir, si effectivement ces jeux, il y a des présentations qui sont faites, ce qui infirmerait ce que je viens de dire, ou s'il n'y a aucune présentation qui est faite avant, on va dire, la fin de l'année, et là ça confirmerait plutôt, effectivement, ce que dit Jeff Grubb. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de cette conférence. Je vous répète, l'objectif de Phil Spencer, c'était vraiment de convaincre ceux qui sont dans la frange du milieu, pas ceux qui sont déjà convaincus. Il est heureux, j'en suis sûr, de vous avoir satisfait, mais c'est plutôt de toucher des gens qui sont plutôt mitigés pour les faire basculer du côté, alors j'allais pas dire obscur, mais au contraire, du côté de la lumière, de la force. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la bande de nazes!